Bonjour à tous, quatrième épisode du Step Up, l'occasion comme d'habitude de revenir sur mon entraînement, mais aussi l'occasion d'aborder différents sujets. Aujourd'hui, au menu, on va parler d'éducatif en natation et on va parler d'un sujet qui déchaîne toujours autant les foules, on va parler de la fréquence cardiaque à l'entraînement. On est actuellement en vacances et qui dit vacances dit que les clubs de natation sont fermés et que les piscines sont approximativement ouvertes entre 12h26 et 12h43, ce qui rend l'accès à l'entraînement forcément beaucoup plus difficile. Niveau natation, pas de grosse amélioration notable pour le moment. Je suis encore en train de lutter pour faire de manière régulière mes 4 séances d'entraînement par semaine et 4 séances, on le sait très bien, pour réussir 20 minutes à 1500 mètres. Ça sera clairement insuffisant, il en faudra une 5e, mais on y va petit à petit, on commence par 4 séances et puis quand ça sera bien installé, on pourra passer à 5. La réalité en natation, c'est que je n'ai aucune volonté, ce qui fait que pendant les vacances, quand les clubs sont fermés, c'est difficile. Oh, il est super Tristan, c'est un beau gosse. Je vais être à côté de lui. Du coup, le compromis que j'ai fait avec moi-même pour essayer de ne pas rater de séance, c'est de me focaliser sur tout ce qui va être éducatif. Les éducatifs, c'est cool, c'est ludique, la séance passe vite, on progresse techniquement, ce qui nous fait accélérer sans que ça soit trop coûteux physiquement ou nerveusement. Du coup, sur ces 2 semaines de vacances, ça permet de moins rechigner pour aller à l'entraînement en sachant qu'on va pas se faire trop mal dans l'eau. Alors je vais pas vous décrire tous les éducatifs qui existent, par contre j'ai pensé à 4 conseils qui d'après moi sont indispensables pour faire une séance d'éducatif réussie. Premièrement, pour qu'un éducatif soit réussi, il faut qu'on assimile pourquoi on le fait. Et pour assimiler, il faut être disponible mentalement. Faire un éducatif simplement pour faire un éducatif, ça n'a aucun sens, c'est juste de la perte de temps. Pour être disponible et concentré sur ce que je fais, personnellement, je suis 2 règles. Premièrement, tous les blocs d'éducatifs importants, je les place en début de séance parce que je ne suis pas encore fatigué. Avec la fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, on commence à perdre en précision, on commence à perdre en sensation, on se précipite et c'est vraiment pas ce qu'on veut sur ce type de bloc. Et deuxième règle, en natation, on a vite tendance à vouloir enchaîner les longueurs. Alors qu'en réalité, sur ces blocs d'éducatifs, pour moi, il faut prendre son temps. Entre chaque 50 ou entre chaque 25, on prend son temps, on n'est pas pressé. Vous allez devoir déjà lutter contre votre propre corps pour pouvoir trouver le bon mouvement. Ne luttez pas en plus contre la fatigue, donc prenez le temps de vous reposer entre chaque longueur. Entre concentration et fatigue, votre tête, elle ne pourra pas gérer les deux. Deuxième conseil, pas de bloc d'éducatif interminable du genre faites-moi un 4x100 godilles. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Le but d'un éducatif, ce n'est pas de faire de la quantité, c'est de faire de la qualité. Et pour moi, le meilleur moyen de faire de la qualité, c'est de toujours garder à l'esprit que ce qu'on fait lors d'un éducatif doit être transféré vers de la nage complète. C'est pour ça que personnellement, sur les blocs d'éducatif, j'aime bien faire par exemple du 25 mètres éduc, 25 mètres nage complète ou alors du 50-50. Sur ce premier 25, on se concentre sur une chose, on ancre une position, une gestuelle, on essaye de conscientiser une sensation et à la fin de ce 25, directement, on essaie de retrouver ça dans de la nage complète. Faire des godilles pour faire des godilles, ça va pas vous faire avancer. Par contre, faire des godilles pour comprendre qu'on va essayer de rechercher la même sensation dans la nage complète, là ça commence à trouver un intérêt. Troisième conseil qui est en lien avec ce que je viens de dire, focalisez-vous sur une seule chose à la fois. Votre cerveau, il est limité, vous pouvez être très intelligent, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il va pouvoir se concentrer que sur une seule chose à la fois. Donc si vous voulez tout faire en même temps, à vouloir tout faire, vous allez rien faire bien. Sur un même éducatif, donc il va falloir faire un choix, parce que vous allez pouvoir porter votre attention sur tel ou tel focus. Et de manière inverse, avec un seul focus, on peut avoir une palette entière d'éducatifs à notre disposition. Quatrième et dernier conseil, je viens de le dire, il faut se concentrer sur une seule chose à la fois. Le problème, c'est qu'en natation, c'est pas toujours simple de se concentrer que sur une seule chose. Pour une simple et bonne raison, pour nous, nageurs intermédiaires ou débutants, on va dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources pour ne pas se noyer. Et ça tombe très bien, c'est pour ça qu'il existe du matériel. Et ce matériel, il ne faut pas avoir honte de l'utiliser, il existe pour une raison. Donc pour moi, les 2 meilleurs matériels pour faire des éducatifs, 1, les palmes, 2, le tuba. Les palmes vont servir à supprimer le stress de la propulsion. Sur plein d'éducatifs, on va être concentré sur le mouvement de nos bras. Le problème, c'est qu'on va très souvent manquer de propulsion. Et qui dit manquer de propulsion dit qu'on va avancer de moins en moins vite. Et par exemple, nos jambes vont commencer à couler, on va commencer à perdre nos alignements, on va paniquer, on va boire la tasse. Au final, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour pouvoir retirer ce stress de la propulsion et se concentrer sur l'essentiel, c'est simple, on met ses palmes. Le tuba, quant à lui, il va servir à supprimer le stress de la respiration. Sur les éducatifs, on va essayer de se concentrer, de porter son attention sur un mouvement, une sensation. Et si toutes les 3 secondes, on est obligé de tout casser pour pouvoir prendre sa respiration, c'est quand même dommage, alors que la solution est quand même simple.
il suffit de prendre un tuba. Alors, il y en aura toujours pour dire oui, nager avec du matériel, c'est pas de la vraie nage, ça sert à rien. Bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Là où ils ont raison par contre, c'est que le matériel ne doit pas être une fin en soi, mais seulement un moyen pédagogique. C'est comme quand on apprend à faire du vélo, au début on met des petits trous, par la suite on commence à les enlever. Le plus important, c'est de toujours garder à l'esprit cette notion de transfert. Tout à l'heure, j'ai parlé du transfert de l'éducatif vers de la nage, là c'est la même chose. Grâce au matériel, on va pouvoir choper des sensations du mouvement, qu'on va essayer de retranscrire dans de la nage complète sans matériel. Donc si vous n'utilisez à ce jour pas de matériel et que pendant vos éducatifs, vous êtes plus concentré sur est-ce que je vais survivre à ce 25 mètres ou à 50 mètres que sur l'exercice que vous êtes en train de faire, ben, la solution est simple, achetez des palmes ou un tuba, ça ira beaucoup mieux. C'est tout pour les éducatifs, on va pouvoir passer au deuxième sujet du jour. Ça fait maintenant 3 semaines que je partage avec vous, 2 fois par semaine, mes séances intenses à vélo en live. Donc là, on va déjà profiter de ces 5 minutes. Il me reste que 2 minutes. Oh, la dernière minute, elle va faire tellement mal. Celle-là, je vous dis, hein, sans power meter, sans vous, jamais de la vie je m'inflige ça. Comme je l'ai dit, le but était de tester un petit peu les programmes de Zwift et je ferai mon retour très rapidement dessus. Cependant, je peux quand même en faire un résumé très rapide. Au départ, c'était beaucoup trop simple. Du coup, étant donné que les entraînements sont basés sur notre valeur FTP, je suis passé de 290 à 330 mine de rien et forcément les entraînements sont devenus beaucoup plus challengeants. Alors c'est marrant, on se donne à fond, c'est cool. Cependant ça m'a donné envie de parler de gestion d'intensité un petit peu avec vous. Quand vous planifiez un entraînement, VMA, seuil, ce que vous voulez, le but n'est pas d'en faire à chaque fois le plus possible. Cette phrase est super importante, l'entraînement c'est pas no pain no gain. Chaque type d'effort a ses propres références. C'est-à-dire que pour une intensité donnée, on va avoir des données en watts, on va avoir des données de fréquence cardiaque, et si on sort de ces fourchettes, on ne travaille plus exactement la même chose, ça ne nous impacte pas physiquement et nerveusement de la même manière. Je prends un exemple, comme ça ce sera beaucoup plus parlant. On a prévu un entraînement au seuil haut, un entraînement au hasard, un 5 x 4 minutes. Avec un peu d'expérience, vous savez que quand vous êtes au seuil, vous êtes censé être à peu près telle fréquence cardiaque. Par exemple, moi en course à pied, je sais que c'est 170 battements par minute. Donc si pour une raison X ou Y, parce que vous faites un nouveau programme ou parce que vous avez coupé l'entraînement et que vous reprenez, si sur vos 5 séries, dès la 3e, vous êtes déjà à fréquence cardiaque maximale, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, il me reste 2-3 battements sous le coude et j'ai plus rien. Si ça vous arrive, bon, déjà, il y a quand même de grandes chances que vous ne réussissiez pas à finir votre entraînement, mais imaginons que vous réussissez à le finir. Vous allez vous dire, bon, la séance a été plus difficile que prévu, mais tant mieux, comme ça j'ai progressé un peu plus vite. Et peut-être que sur le court terme, vous avez raison, mais la question c'est sur le moyen et long terme, quelles sont les conséquences de ça? Si à chaque séance intense, au lieu de respecter votre progression, vous donnez tout, vous allez jusqu'à l'épuisement, si vous vous entraînez 3 fois par semaine et que vous n'avez qu'une seule séance intense, c'est vrai que aller à l'épuisement à chaque fois, vous n'allez pas forcément voir la limite, à moins que vous vous blessiez, ce qui risque d'arriver. Par contre, quand on commence à s'entraîner un peu plus et qu'on a 2, 3, voire pour les triathlètes, c'est pas rare de faire 4 entraînements intenses dans la semaine, si à chaque séance intense on s'épuise, quelle énergie va-t-il nous rester pour le reste de notre semaine? Quelle énergie va-t-il nous rester pour nos autres séances intenses? Est-ce que la fatigue supplémentaire qu'on a eue en ne respectant pas nos intensités et en allant jusqu'à l'épuisement ne va pas interférer avec les autres entraînements? Est-ce qu'on va réussir à l'encaisser? En vrai, sous cette question-là, il y a même une question un peu plus large de l'entraînement aux sensations. Est-ce que quand je me sens bien, je me donne à fond et les jours où je me sens mal, je lève le pied? À mon avis, non. Voilà, c'était juste pour faire un petit rappel qu'une séance, ce n'est pas juste un nombre de répétitions et une durée. Une séance, c'est aussi une intensité qui s'inscrit dans une semaine et qui est articulée avec les semaines précédentes, les semaines suivantes. Et ne pas respecter sa progression pour différentes raisons, soit parce qu'aujourd'hui on se sent extrêmement bien et qu'on a envie d'aller plus vite que ce qui est prévu, ou alors parce qu'on s'est fait embêter par notre boss et du coup on a envie de se libérer l'esprit, du coup on va beaucoup plus vite. Forcément, plus vous vous entraînez, plus vous avez besoin de gérer votre énergie sur la semaine, plus ça va venir interférer et plus ça va être complexe. Du coup, je parle de ça, mais moi avec mon vélo, où est-ce que ça me place? En ce moment, je suis censé faire du seuil, ce qui n'est pas non plus un exercice maximal. Seulement la semaine dernière, quand j'ai poussé mes intensités, ceux qui étaient là l'ont vu, les entraînements ont été plutôt compliqués. Je me suis retrouvé dès la moitié de séance à déjà être à fréquence cardiaque maximale, ce qui ne devrait jamais arriver normalement. En bref, ces entraînements m'ont ruiné. Je suis rincé.
Alors, j'ai de la chance parce que en ce moment, mes semaines sont quand même relativement légères, du coup, il n'y a pas eu trop de répercussions. Donc là, j'ai joué le jeu jusqu'au bout parce que j'avais l'énergie nécessaire pour le faire, mais tout ça pour dire que si j'avais été en préparation de quelque chose ou alors dans une période d'entraînement compliquée qui me demandait beaucoup d'énergie, j'aurais simplement descendu l'intensité parce que ça m'aurait cramé pour le reste de la semaine. Ça permet aussi de soulever au passage une autre problématique qui est celle d'utiliser une nouvelle méthode d'entraînement pour lesquelles on ne connaît pas forcément le fonctionnement, pour lequel on n'a pas forcément de référence. C'est donc difficile de calibrer ces intensités, surtout que sur Zwift, j'ai eu la mauvaise expérience de voir que d'une semaine sur l'autre, ça pouvait passer d'une séance assez facile à une séance beaucoup plus dure d'un coup. Et c'est là où, à mon avis, l'utilisation de la fréquence cardiaque est super intéressante. Je m'étais fixé un objectif sur la séance et grâce à l'expérience, en voyant ma fréquence cardiaque, j'ai tout de suite vu que je n'étais pas dans la bonne zone d'intensité. Durée d'effort, puissance, fréquence cardiaque, le but du jeu c'est justement de pouvoir placer un maximum de repères dans la méthode qu'on utilise et j'irai même plus loin que ça en disant que pour moi il n'y a pas forcément une méthode qui est bien meilleure que l'autre. La meilleure méthode c'est là où on a le plus de repères parce que c'est grâce à ces repères qu'on va pouvoir planifier sa progression petit à petit. Alors on va sûrement me dire oui mais si tu avais planifié tes entraînements selon ta fréquence cardiaque, tout se serait bien passé, elles n'auraient pas été trop dures. Oui, vous avez raison sur le court terme. Cependant, je le répète, de mon point de vue, utiliser la fréquence cardiaque ne permet pas de monitorer une augmentation progressive de la charge d'entraînement. Ou du moins, elle le permet beaucoup moins bien que d'autres outils qu'on a aujourd'hui, du genre la vitesse grâce à une montre GPS, du genre les relevés de puissance. Et la fréquence cardiaque, pour moi, ne passe qu'après ou alors quand on commence un nouveau cycle pour justement avoir un feedback et voir si on est plus ou moins bien calé. Voilà, c'était les petites pensées qui m'ont traversé l'esprit cette semaine. J'espère que ce format où je traite des problématiques qui ont traversé mon quotidien vous plaît et reste instructif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Entraînez-vous bien, respectez les bonnes zones d'intensité. À la prochaine.